Ce mois-ci, l'IA a connu un tournant. La Chine a présenté son premier humanoïde biomimétique très ressemblant à un humain, provoquant un nouveau choc. Boston Dynamics a rendu Atlas totalement humain, tandis que Maltbook a provoqué ce que certains qualifient de moment de singularité, avec des robots accomplissant des prouesses incroyables. Avec des comportements d'IA qui ont vraiment effrayé les gens, Google a enchaîné les surprises avec Lyria 3 puis Gemini 3.1 qui était maintenant considéré comme l'IA la plus intelligente du monde. Au même moment, OpenAI a absorbé OpenClaw d'Ubao 2, a plongé la Silicon Valley en mode panique, et tout le paysage de l'IA a changé en temps réel. Alors, analysons cela. À Shanghai, une entreprise de robotique appelée DroidUp vient de dévoiler un humanoïde nommé Moya, qu'il présente comme le premier robot intelligent entièrement biomimétique et incarné au monde. C'est compliqué à expliquer, mais l'idée est simple. Cette machine n'est pas conçue pour ressembler à une simple machine qui marche. Elle est faite pour bouger, réagir et exister d'une manière qui paraît humaine à un niveau très subtil, aussi bien physiquement que socialement. Moya se situe exactement dans cette zone. Depuis des années, on débat de ce moment où les robots ne semblent plus de simples outils, mais deviennent des personnes artificielles. Ce n'est pas industriel, ce n'est pas caricatural, et ce n'essaie pas d'être mignon ou exagéré. Toute la direction du design vise le réalisme, sans tomber dans l'androïde de science-fiction pure et dure. Dans des vidéos virales sur les réseaux sociaux chinois, relayées par le South China Morning Post, vous voyez Moya garder le contact visuel, sourire légèrement, hocher la tête comme si elle suivait la conversation et marcher avec une certaine démarche. Honnêtement, cela attire l'attention. DroidUp affirme que le robot reproduit les micro-expressions humaines, ce qui est important. Ces petits mouvements du visage autour des yeux, des joues et de la bouche rendent justement les interactions naturelles, plutôt que robotiques et rigides. Il ne s'agit pas juste de bouger les lèvres, mais de timing subtil et de petits mouvements musculaires perçus presque inconsciemment. Moya est physiquement construite comme un adulte moyen, avec des proportions très intentionnelles. Elle mesure 1,65 m, soit environ 5 pieds 5 pouces, et pèse environ 32 kg, soit 70 livres. Ce poids est étonnamment faible pour un humanoïde complet, ce qui suggère une structure interne légère, et sûrement des matériaux choisis pour garder une masse basse tout en assurant un mouvement fluide. Visuellement, cependant, il conserve des proportions humaines au niveau du torse, de la longueur des membres et de la posture générale, ce qui permet d'éviter un aspect joué ou mécanique. De nombreux autres humanoïdes gardent cet aspect. Un autre signe du réalisme poussé est la température corporelle. DroidUp dit que Moya maintient une température de surface entre 32 et 36 degrés Celsius, ce qui correspond à 89,6 à 96,8 degrés Fahrenheit. Quand vous êtes près de lui ou en contact, il ne semble pas fait de métal ou de plastique froid. Il semble chaleureux, plus humain que mécanique, ce qui améliore le confort des personnes lors d'interactions prolongées. La société affirme également que la démarche de Moya a une précision de 92% par rapport à la marche humaine. Ce chiffre concerne la naturalité et la fluidité du mouvement, pas seulement sa capacité à rester debout ou à éviter de tomber. Beaucoup d'humanoïdes peuvent techniquement marcher du point A au point B, mais très peu y parviennent réellement. Votre cerveau cesse de suivre la mécanique et réagit socialement, comme si vous observiez quelqu'un traverser la pièce. C'est exactement ce que cherche Moya. Les réactions en ligne en Chine étaient en partagées, et c'est un euphémisme. Certaines personnes étaient fascinées, affirmant que c'est l'avenir des compagnons, assistants et robots de service au quotidien. D'autres disaient que cela leur donnait des frissons. C'est le phénomène classique de la vallée de l'étrange. Quelque chose paraît presque humain, mais reste assez différent pour gêner. Cette tension est inhérente à ce genre de conception. DroidUp n'a pas encore publié d'analyse détaillée de sa pile matérielle, ce qui alimente le mystère et les spéculations. Une chose que tous ces robots humanoïdes ont en commun, c'est que la plupart des gens les découvrent d'abord à travers des images, bien avant d'en voir un en personne. Et les outils utilisés pour générer, affiner et présenter ces images évoluent aussi rapidement que les robots eux-mêmes. Higgs sponsorise la vidéo d'aujourd'hui et se distingue par sa gestion des nouveaux modèles dès leur sortie. Lorsque Google a lancé Nano Banana, Higgsfield l'a immédiatement intégré aux côtés d'autres modèles d'images et de vidéos de pointe, y compris Kling 3. Au lieu d'enfermer les créateurs dans un seul moteur, le flux de travail qu'il propose est simple. Vous commencez avec Soul 2, le propre modèle d'image fondation de Higgsfield, qui est conçu pour le goût, le style et la cohérence.
C'est ici que vous fixez l'apparence, la composition et l'identité, sans altérer les visages ni l'esthétique. Dès lors, les images peuvent être améliorées avec Nano Banana, 2 offrant une génération raisonnée, une meilleure gestion de la lumière, un rendu texte net et une haute résolution. Pour les scènes dynamiques et cinématographiques, Kling 3 génère la vidéo dans le même environnement. L'essentiel est la flexibilité. Les modèles évoluent vite, les plateformes permettant aux créateurs de passer du modèle de base au raffinement puis au moteur vidéo dans un seul projet sont les plus fiables. Les liens sont en description. Maintenant, revenons à la vidéo. Selon un site de robotique appelé Robo Horizon, Moya serait construite sur ce qu'on appelle un châssis Walker 3. Ce nom a suscité des interrogations, car Walker est généralement associé à Ubitech, une entreprise de robotique humanoïde plus établie, connue pour sa série Walker. Jusqu'à présent, ni DroidUp ni Ubitech n'ont confirmé de lien direct, d'accord de licence ou de plateforme partagée. Il peut s'agir d'une simple coïncidence de nom ou d'un chevauchement dans la chaîne d'approvisionnement ou la plateforme, non divulguée publiquement. Ce que l'on sait, c'est que Moya semble utiliser une conception modulaire, ce qui signifie que l'apparence extérieure, y compris le visage et les caractéristiques de surface, peut être modifiée ou personnalisée sans avoir à repenser la plateforme mécanique interne. C'est essentiel pour un usage commercial, car chaque industrie peut rechercher des styles visuels et un réalisme varié. Du secteur de la santé à l'éducation en passant par l'hôtellerie haut de gamme, et c'est précisément là que DroidUp affirme que Moya se dirige. Il ne le présente pas comme un robot d'entrepôt, un bras industriel ou une machine de sport extrême pour des vidéos virales. L'accent est clairement mis sur les environnements qui impliquent une interaction humaine à long terme et une présence sociale. D'après les chiffres mentionnés dans la vidéo du SCMP, Moya devrait arriver sur le marché d'ici la fin 2026 avec un prix de départ d'environ 1,2 million de yens japonais. Le prix final et la disponibilité ne sont pas encore annoncés, mais cette fourchette donne déjà une idée claire. Il s'agit d'un système haut de gamme destiné aux institutions et aux entreprises et non d'un gadget grand public bon marché que l'on commanderait en ligne aujourd'hui. Moya mise sur le réalisme humain et l'interaction sociale, tandis qu'un autre humanoïde chinois cherche à prouver qu'il peut survivre là où la plupart des appareils électroniques échouent. Unitree Robotics a récemment présenté son robot humanoïde Ji-un, accomplissant une longue traversée autonome dans des conditions de froid extrême dans la région de l'Altaï, au Xinjiang. On parle de températures descendant jusqu'à moins 47,4 degrés Celsius, soit moins 53 degrés Fahrenheit. Dans ces conditions, les batteries faiblissent, les lubrifiants épaississent, les plastiques cassent et la plupart des robots ne sont pas adaptés. Le Ji-un a parcouru plus de 130 000 pas à travers un champ de neige en traçant la forme d'un emblème des Jeux Olympiques d'hiver qui mesurait environ 186 mètres de long et 100 mètres de large. Ce n'est pas juste marcher droit, c'est suivre une trajectoire précise dans des conditions météo extrêmes. Pour survivre, les ingénieurs ont adapté le robot à l'environnement. Ils l'ont vêtu d'une doudoune orange et ajouté des protections en plastique autour de ses membres pour protéger articulations, actionneurs et batterie du gel. Le positionnement utilisait le système de navigation Beidou de la Chine, offrant une précision centimétrique à bord. Des algorithmes de planification adaptative aident le robot à rester stable sur un terrain inégal et verglacé. Le Ji-un est aussi relativement compact pour un humanoïde. Il mesure environ 127 cm de haut, soit environ 1,27 m, et pèse environ 35 kg, soit 77 livres. Selon la configuration, il utilise entre 23 et 43 moteurs d'articulation, avec un couple maximal atteignant 120 Nm. Côté capteur, il est équipé d'un lidar 3D, d'une caméra de profondeur Intel RealSense et d'un ensemble de microphones à réduction de bruit pour l'interaction vocale. L'alimentation provient d'une batterie amovible de 9000 mAh qui offre jusqu'à 2 heures d'autonomie et permet un échange rapide de la batterie. Un processeur à 8 cœurs contrôle les articulations, permettant des vitesses de marche d'environ 2 mètres par seconde, soit à peu près 7 km par heure. Le robot utilise le modèle Unifo-LM de Unitree, un grand modèle robotique, et applique l'apprentissage par renforcement pour contrôler ses mouvements et accomplir des tâches. Présenté à l'origine en mai 2024 comme un humanoïde d'entrée de gamme, le Ji-un démarre à 99 000 RMB, soit environ 14 240 $ américains. Unitree a également annoncé avoir expédié plus de 5 500 robots humanoïdes en 2025, ce qui montre une véritable montée en puissance. Puis, à Shenzhen, un autre humanoïde a fait la une des journaux pour une raison très différente. Le constructeur chinois Xpeng a dévoilé son robot humanoïde Iron dans un centre commercial pour présenter ses avancées avant un déploiement massif en 2026. La démonstration a bien débuté.
Iron a défilé, interagi avec le public et s'est tenu sur scène avec un enfant. Le robot, conçu pour être amical, possède une colonne vertébrale à 5 degrés de liberté, comme l'humain, et des hanches sophistiquées pointeuses pour un meilleur équilibre et une grande fluidité. Sous sa combinaison se trouve une couche de fascia en treillis 3D, imitant la musculature humaine. Cette couche atténue les vibrations et lisse les mouvements saccadés fréquents chez les robots bipèdes. L'objectif était de faire en sorte qu'Iron ressemble moins à une machine industrielle et davantage à quelque chose qui a sa place dans les espaces publics, voire dans des environnements commerciaux. Après une marche fluide, Iron a perdu l'équilibre à l'arrêt et est tombé en arrière. Un membre du personnel a amorti partiellement la chute et le robot s'est retrouvé face contre terre sur scène. Le personnel l'a rapidement retiré, a effectué des ajustements, puis l'a ramené plus tard pour interagir avec les enfants en posant des questions de culture générale. Le lendemain, il est resté attaché à un cadre de soutien et s'est concentré sur des interactions éducatives au lieu de marcher. Malgré de nombreuses démonstrations parfaites auparavant, la chute a dominé les discussions en ligne et est devenue un sujet tendance sur les plateformes chinoises. Iron était conçu pour correspondre à la taille d'un adulte humain. Il mesure 178 cm de haut, soit environ 1,78 m et pèse 70 kg, soit 154 livres. Il possède 62 articulations actives et chaque main offre 22 degrés de liberté, ce qui lui permet de manipuler aussi bien des objets délicats que volumineux. Un écran incurvé autour de sa tête sert de visage dynamique, changeant d'expression lors des échanges. Alimenté par une batterie légère à l'état solide, il bénéficie d'une autonomie étendue et d'une sécurité renforcée. Le traitement est assuré par 3 puces d'IA Turing, offrant 2250 milliards d'opérations par seconde. Le système Vision Language de Xpeng relie perception et mouvement, et le robot a été entraîné sur des milliers d'heures de mouvements humains. Il marche jusqu'à 2 mètres par seconde en absorbant les chocs par ses pieds pour rester équilibré. Derrière tous ces humanoïdes, les chercheurs repensent également les mécanismes qui rendent le mouvement possible en premier lieu. À Harvard SEAS, des ingénieurs ont conçu une articulation robotique inspirée du genou humain. En utilisant des articulations à contact roulant, ces articulations utilisent des paires de surfaces courbes qui roulent et glissent l'une contre l'autre, reliées par des éléments flexibles. L'équipe a créé une méthode pour optimiser mathématiquement les formes de ces surfaces en fonction des forces et des tâches que l'articulation doit accomplir. L'articulation permet de diriger efficacement l'énergie, limitant le recours à des actionneurs surdimensionnés et des contrôles complexes. Lors des tests, une articulation ressemblant à un genou conçu de cette manière a corrigé le désalignement de 99% par rapport à une articulation standard. Une pince robotique à 2 doigts, construite selon la même approche, pouvait supporter plus de 3 fois le poids d'une conception conventionnelle utilisant le même actionneur. Les applications potentielles vont des exosquelettes et dispositifs d'assistance à des robots humanoïdes plus naturels et même à des études biomécaniques sur les animaux. Et enfin, aux États-Unis, Westwood Robotics s'attaque à un autre grand défi, faire en sorte que les humanoïdes puissent travailler tout en marchant. Leur robot Themis Gen 2.5 fonctionne avec un système d'exploitation humanoïde augmenté par l'IA appelé AOS, qui intègre étroitement la perception, la planification et le contrôle. La plupart des humanoïdes actuels cessent de bouger avant de manipuler des objets. Themis, lui, fait les deux simultanément. Son contrôleur de locomanipulation du corps entier utilise la fusion de capteurs pour estimer l'état et maintenir l'équilibre pendant que les bras manipulent un tabac des objets. Un système de navigation utilisant une cartographie multicouche et une compréhension sémantique l'aide à planifier des trajectoires et à reconnaître son environnement. Le système d'interaction est alimenté par un modèle d'action-vision centré sur l'objet, ou OCVM, qui relie la perception visuelle directement aux actions physiques de manière efficace en termes de calcul. Le matériel a également bénéficié de mises à niveau importantes. La structure a été repensée pour offrir environ 40% de résistance au choc en plus. Chaque bras a maintenant 7 degrés de liberté et peut manipuler plus de 5 kg. Les nouveaux actionneurs Mountain Bear aux hanches fournissent plus de 120% de couple en plus, tout en générant environ 80% de chaleur en moins. L'ancien Themis, 52 ans, mesurait 1,60 m avec 40 degrés de liberté des bras, avec 6 degrés de liberté et des mains se déplaçant dans cette direction, en utilisant des actionneurs Bear rétro-entraînables pour un mouvement fluide et sécurisé. Boston Dynamics a lancé une grande mise à jour d'Atlas qui fait désormais des roues parfaites, des saltos arrière et retrouve son équilibre en mouvement, grâce au travail avec l'Institut de robotique et d'IA dirigé par Mark Reber. En même temps, en Chine, Agibot a des humanoïdes qui pratiquent le kung-fu avec de vrais moines au temple Shaolin, utilisant son IA Genie Operator 1 et l'apprentissage sans échantillon pour copier des mouvements humains complexes.
Ensuite, ces mêmes robots montent sur scène, lors de la nuit Agibo à Shanghai, un gala de robots d'une heure entière où 16 humanoïdes dansent, font des acrobaties, jouent et se produisent avec une coordination parfaite. Et pendant que tout cela se passe, Faraday Future vient tout juste d'entrer sur le marché de la robotique au salon NADA, avec 3 robots à intelligence artificielle incarnés mis en vente, avec de vrais prix, des acomptes et des délais de livraison. Très bien, commençons aux États-Unis, où Boston Dynamics termine pratiquement l'ère des tests de la version de recherche d'Atlas, avec une sorte de test de résistance finale. On dirait plus une compétition de gymnastique qu'une démonstration de robotique. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec l'Institut de robotique et d'intelligence artificielle, également connu sous le nom de RAI, qui est dirigé par Mark Reber, la même personne qui a fondé Boston Dynamics à l'origine. Leur objectif ici était de repousser les limites du contrôle et de la mobilité du corps entier avant de recentrer leurs efforts sur un humanoïde plus prêt pour la production. Dans la dernière vidéo, Atlas commence calmement, simplement en traversant une zone dégagée avec une démarche qui, honnêtement, paraît très humaine. Le mouvement est fluide, la posture est stable, et il n'y a rien de cette rigidité robotique que l'on associait autrefois aux humanoïdes. Puis l'intensité monte rapidement. Atlas enchaîne avec une roue latérale, coordonnant bras et jambes pour garder son élan et son équilibre tout au long du mouvement, qui s'enchaîne directement sur un salto arrière. Le robot se replie, effectue une rotation en plein vol et atterrit sur ses 2 pieds sans s'effondrer. Ce qui impressionne, c'est sa façon d'absorber l'impact à l'atterrissage, plutôt que de s'écraser. Vous pouvez observer une répartition contrôlée de la force dans les jambes et le torse. Les images montrent aussi des ralentis et un bêtisier, tout aussi importants que les essais réussis. Il y a des séquences où Atlas s'effondre, tombe ou perd sa stabilité. À un moment donné, il descend une marche, pose son pied légèrement de travers, puis l'ajuste subtilement avant de continuer d'avancer. Ces micro-corrections illustrent l'avancée du système de contrôle. Ce n'est pas juste une animation préprogrammée, mais un retour dynamique, des ajustements d'équilibre en temps réel et une coordination corporelle totale. Rai a expliqué que tous ces comportements, de la marche naturelle présentée au CES 2026 au mouvement de gymnastique dans ses vidéos, proviennent du même cadre d'apprentissage. Un seul système d'apprentissage du corps entier permet la marche et les saltos, sans apprentissage préalable ni distinction entre les deux. Cela signifie que les politiques de contrôle sont entraînées en simulation, puis exécutées directement sur le robot réel, sans réglage supplémentaire en robotique. Ce type de transfert de la simulation au réel a toujours été un énorme obstacle, donc c'est une étape importante. Le partenariat entre RAI et Boston Dynamics a été officialisé début 2025. Leurs objectifs incluaient l'amélioration du transfert des comportements agiles de la simulation au matériel, le renforcement des compétences de manipulation locale et le développement de stratégies de contact corporel complet, coordonnant bras et jambes lors de tâches dynamiques. Cela s'appuie sur des travaux antérieurs en apprentissage par renforcement, dont le SPOT Reinforcement Learning Research Kit, qui a permis au quadrupède SPOT d'atteindre des vitesses records. Aujourd'hui, alors que le robot Atlas impressionne lors des démonstrations, sa version de production, l'Atlas Enterprise, est préparée pour la fabrication à grande échelle. Il a 56 degrés de liberté et une pince à 4 doigts avec capteur tactile, essentiel pour manipuler des pièces précisément. Le groupe Hyundai Motor a confirmé que ces robots seront déployés à la Metaplant America du groupe Hyundai Motor d'ici 2028. Les premières tâches seront le séquençage des pièces, puis l'extension à l'assemblage complet des composants d'ici 2030. Tout ce contrôle acrobatique prépare la fiabilité en usine, tandis qu'Atlas fait des saltos aux États-Unis et qu'en Chine, des humanoïdes frappent aux côtés de vrais artistes martiaux. La société chinoise Agibot a publié une vidéo rapidement virale montrant ces robots humanoïdes s'entraînant au kung-fu au célèbre temple Shaolin. Ce lieu a été choisi délibérément. Shaolin, célèbre mondialement comme berceau du kung-fu, incarne des siècles de discipline et de philosophie. Dans la vidéo, les robots bougent avec un équilibre, une rapidité et une précision remarquables. Ils réalisent des enchaînements de kung-fu synchronisés avec les moines et leur contrôle surprend beaucoup de monde. Certains réagissent avec enthousiasme, d'autres avec crainte, car cela illustre clairement les machines entrant dans des domaines physiques humains. Ce n'est pas un coup d'essai pour Agibot. En mars 2025, l'entreprise basée à Shanghai a présenté son humanoïde Lingxi X2 comme robot polyvalent, dans une vidéo où il faisait du vélo comme un humain en plein air. En mai 2025, ils ont publié des images du même robot effectuant un Webster Flip, qui est un saut périlleux avant avec un départ sur la jambe arrière et un contrôle serré en plein vol. Ces mouvements de kung-fu reposent sur une trajectoire déjà établie de démonstration athlétique. Le Lingxi X2 est alimenté par le modèle d'IA Genie Operator, un d'Agibot, également appelé modèle Go One.
Ce système utilise la généralisation à zéro échantillon, ce qui permet au robot de manipuler des objets et d'effectuer des tâches de base sans entraînement préalable spécifique à la tâche. Les actions latentes permettent au robot de comprendre les mouvements humains en observant les images passées et actuelles, inférant ainsi efficacement les schémas de mouvement. Sans grands ensembles de données à noter, l'un des principaux obstacles en robotique humanoïde reste le manque de données d'action humaine de qualité. Le modèle Gohan prend aussi en charge la synchronisation multi-robot. C'est pourquoi dans la vidéo de Shaolin, on voit des groupes d'humanoïdes se déplacer de façon coordonnée, et non un seul robot agissant seul. Agibot présente ces robots comme des collaborateurs pouvant travailler avec les humains, apprendre par démonstration et aider aux tâches physiques. Ensuite, Agibot est allé encore plus loin en organisant un véritable gala de robots à Shanghai, appelé Agibot Night. Ce spectacle de 60 minutes était entièrement animé par 16 robots humanoïdes dotés d'intelligence qui ont joué de la musique, dansé et fait de la comédie. Ils ont enchaîné sauts périlleux, rotations, danses de groupe et défilés façon podium. De grands groupes évoluaient en formation, parfaitement synchronisés, enchaînant les performances sans interruption avec une grande stabilité. Ces robots ne faisaient pas qu'un mouvement spectaculaire, ils assuraient des performances complexes pendant 1 heure. Selon Shu Hang, le directeur marketing d'Agibot, cet événement allait au-delà d'une simple présentation de produits et servait de test grandeur nature pour évaluer la stabilité, la régularité et la coordination au niveau du système entre plusieurs robots fonctionnant simultanément. Il y avait aussi des numéros collaboratifs où des artistes humains dansaient avec Agabo, des robots humanoïdes G2 et des robots quadrupèdes Dun. Ces séquences montraient une synchronisation en temps réel entre les mouvements humains et robotiques. Dans d'autres numéros, des humanoïdes faisaient des tours de magie avec des cartes et des illusions. Des sketchs comiques montraient plusieurs robots interagissant sur scène avec un meilleur timing et des comportements plus expressifs que les générations précédentes. Agibot a profité du gala pour présenter toute sa gamme de robots. La série Atu en taille réelle gérait l'interaction multimodale et la navigation autonome pour des rôles de présentation et de démonstration en showroom. La série X2 Compact visait les conversations naturelles, la marche humanoïde et des mouvements expressifs, utiles pour le divertissement, la recherche et l'éducation. La série industrielle G2 associait une IA interactive à une manipulation précise et contrôlée, facilitant un déploiement rapide dans les usines et la logistique. Pendant ce temps, les robots quadrupèdes de la série Dunen ont démontré une mobilité fiable et une performance efficace des tâches dans des environnements d'inspection et d'opération complexes. Pendant cette performance artistique, une entreprise américaine commence à vendre des robots à intelligence artificielle incarnée. Faraday Future, reconnu pour ses ambitions dans les véhicules électriques, a présenté 3 séries de robots à intelligence artificielle incarnés au salon NADA à Las Vegas. Cela marque les débuts officiels de FFEAI Robotics Incorporated, une nouvelle filiale basée en Californie. Ils ont présenté 3 produits, FF Futurist, FF Master et FX Aegis. 2 sont des humanoïdes et l'un est un quadrupède. Les ventes et les précommandes sans engagement ont été ouvertes le même jour, avec des premières livraisons prévues pour fin février 2026. Faraday Future affirme vouloir être la première entreprise basée aux États-Unis à livrer à la fois des robots humanoïdes et quadrupèdes en même temps. Ils ont également présenté un écosystème robotique EAI 3 en 1 qui comprend des appareils EAI, un cerveau et une plateforme EAI open source, ainsi qu'une usine de données décentralisée. L'idée est l'apprentissage continu, la personnalisation spécifique au scénario et le déploiement à grande échelle. Selon l'entreprise, plus de 1200 unités sont déjà couvertes par des dépôts B2B non contraignants et non remboursables. Production, préparation, personnalisation, test et formation des données se font en parallèle. Le FF Futuriste est un humanoïde professionnel grandeur nature conçu pour des environnements commerciaux comme l'hôtellerie, le commerce, l'éducation et les événements. Il dispose de systèmes de perception avancés, d'une interaction multilingue et d'un logiciel modulaire évolutif. Le FF Master est un humanoïde plus athlétique destiné à des usages interactifs et éducatifs, conçu comme un compagnon IA pour les foyers, les institutions et les événements. Le FX Aegis est un quadrupède destiné à la sécurité, à la patrouille et aux tâches industrielles, conçu pour gérer des terrains complexes avec des capteurs et modules optionnels. Les tarifs sont très clairs. FF Futuriste commence à 34 900, 90 $, FF Master commence à 19 900, 90 et FX Aegis commence à 2499 $. Des packs de compétences pour l'écosystème sont vendus séparément et l'entreprise étudie des modèles de financement, location et leasing pour faciliter l'adoption. Faraday Future considère cette initiative robotique comme une suite logique de son travail sur la mobilité IA.
Elle prévoit une stratégie à double voie, couvrant à la fois les véhicules EAI et la robotique EAI, en partageant la recherche, la fabrication, les logiciels et les services entre les deux. Au cours des derniers jours, nous avons vu des robots humanoïdes accomplir des choses qui semblaient autrefois exagérées. Le L-Sept de Robotera exécute une danse traditionnelle à l'épée complète. Les Jion et Aishon de Unitree réalisent du kung-fu ivre, du parcours et des sauts périlleux de 3 mètres sur la plus grande scène télévisée de Chine. Et l'expédition A3 d'Agabot effectue des coups de pied de kung-fu en plein vol, sans aucun effet numérique. En même temps, une start-up britannique appelée Humanoid affirme avoir construit un robot bipède à une vitesse record. Tandis que le Spot de Boston Dynamics patrouille déjà dans une usine de 140 000 m² aux États-Unis. Il y a beaucoup à couvrir, alors parlons-en. Voici l'une des images marquantes de Chine. Récemment, un robot humanoïde grandeur nature a réalisé une danse traditionnelle à l'épée. Robotera a diffusé une vidéo de son robot humanoïde L-Sept réalisant une routine de sabre chinois pour fêter le nouvel an de l'année du cheval de feu. En surface, cela ressemble à une performance culturelle, mais en réalité c'est une démonstration technique très délibérée. Le L-Sept n'est pas un petit robot ni un accessoire de scène, c'est un humanoïde grandeur nature, développé avec l'université Tsinghua, mesurant 1,71 m, soit 5,6 pieds, et pesant environ 65 kg, soit à peu près 143 livres. La construction elle-même vous indique déjà de quel type de machine il s'agit. Le châssis en titane et fibre de carbone est rigide, solide et léger, facilitant les mouvements dynamiques. Mais l'atout principal reste le système d'articulation. Le L-Sept possède 55 articulations actionnées indépendamment. Chaque bras en compte 7 et les mains ajoutent ensemble 12 articulations supplémentaires. Les jambes offrent plusieurs degrés de liberté et la zone de la taille à elle seule apporte 6 degrés de liberté. Tout cela donne un robot capable de pivoter ses épaules, retourner ses poignets, ajuster sa prise en temps réel et déplacer son corps en mouvement. C'est important car une danse de l'épée n'est pas aléatoire. Elle implique des changements de direction rapides, un timing précis, des sauts coordonnés, des atterrissages contrôlés et une conscience constante de la position de la lame par rapport au corps. Une seule erreur et le robot se frapperait littéralement lui-même. Pour que le robot saute, tourne, manie une épée et atterrisse proprement sans vaciller. Son système de contrôle doit calculer en continu son centre de masse, l'inertie de l'épée, les limites de couple des articulations et les forces exactes entre ses pieds et le sol. La vidéo montre surtout la force de ces boucles de rétroaction. Le système d'IA embarqué du L-Sept gère la coordination dynamique de tout le corps, la planification des mouvements en temps réel et le contrôle précis du couple sur plusieurs axes simultanément. C'est le type d'intelligence incarnée qui va au-delà des animations préprogrammées et entre dans le véritable raisonnement physique. Et même si la danse à l'épée attire l'attention, Robotera est très clair sur le fait que ce n'est pas le but final. Le L-Sept est conçu pour un travail réel. Il peut se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 9 miles par heure, soit 4 mètres par seconde. Il peut soulever des charges allant jusqu'à 44 livres, soit 20 kg. Il dispose d'un champ de vision complet à 360 degrés, d'une envergure de bras de 2,10 mètres et il peut être téléopéré si nécessaire. La danse en est la preuve, l'usine est la cible. Ce schéma se retrouve à plus grande échelle lors du gala du Festival du Printemps en Chine, appelé Shunwan, suivi chaque année par des centaines de millions de personnes. En 2026, les robots humanoïdes n'étaient pas un numéro secondaire, ils faisaient en partie du spectacle principal. Unitree Robotics a déployé des flottes de ces robots humanoïdes Jion et Ashon. Aux côtés de jeunes artistes de kung-fu, ces machines exécutaient des routines d'arts martiaux chorégraphiés, inspirées du kung-fu de l'homme ivre. Ils utilisèrent des armes traditionnelles comme épée, bâton et nunchakus. Ils évoluaient sur des scènes bondées, faisaient des sauts de parcours au-dessus des tables et des saltos aériens jusqu'à 3 mètres de haut. Un robot a réalisé une rotation aérienne Airflar de 7 tours et demi, poussant la structure mécanique et l'endurance des articulations presque à leur limite. Lors des repositionnements rapides, les robots se déplaçaient à 4 mètres par seconde, tout en évitant les collisions, nécessitant une coordination et une planification en temps réel très précise. Un robot est tombé à un moment. Au lieu d'arrêter, il a récupéré par une rotation et s'est relevé dans la routine. Ce n'est pas un hasard chorégraphique, mais une logique de récupération. En temps réel, certains robots ont sauté de planches à ressort et de trampolines, réalisant des acrobaties aériennes mêlant équilibre, contrôle du couple et synchronisation au dixième de seconde près. Il ne s'agissait pas seulement de rendre les robots impressionnants, mais de montrer que ces machines peuvent survivre à des opérations intenses, répétées et à grande vitesse sans défaillance mécanique. La soirée de gala était aussi un signal stratégique.
Pékin a utilisé l'événement pour mettre en avant sa poussée industrielle dans la robotique. Les rapports indiquent que 4 grandes entreprises, dont Unitree et Magic Lab, ont investi environ 100 millions de yuans dans la production liée au spectacle. Ce n'était pas une dépense de divertissement, c'était du marketing industriel à l'échelle nationale. Les robots sur scène incarnèrent diverses philosophies. Certains privilégiaient l'interaction sociale et l'humour, d'autres l'athlétisme et le spectacle. Un robot H2 plus grand s'est même déguisé en roi singe et a chevauché un nuage magique soutenu par des robots quadrupèdes. Mêlant folklore et technologie robotique moderne de façon très intentionnelle. Sous le spectacle, le message était clair. Ces robots sont testés publiquement, sous pression devant un large public. La prochaine étape est le déploiement dans les usines, la logistique et les services. Unitree a confirmé ce message en publiant une nouvelle vidéo quelques jours plus tard. Cette fois, plus de 40 robots Geon ont exécuté une chorégraphie synchronisée pour le Nouvel An lunaire, écrivant un message de vœux lisible depuis le ciel. L'entreprise a confirmé que la performance utilisait le même système de planification rapide coopérative en cluster que pour le segment de Kung-Fu du gala. La chorégraphie n'a impliqué aucune intervention humaine. Les robots ont sauté sur trampoline jusqu'à 3 mètres et couru à 4 mètres par seconde, tout en restant synchronisés. Ensuite sont venus les numéros de production. Le PDG de Unitree, Wang Xingxing, a déclaré que l'entreprise vise à expédier environ 20 000 robots humanoïdes en 2026. C'est près de 4 fois les quelques 5 500 unités expédiées en 2025. L'échelle et non le spectacle est désormais le facteur limitant. Ce contexte rend les comparaisons inévitables. Elon Musk affirme que les entreprises chinoises seront les principaux rivaux de Tesla en robotique humanoïde. Il a aussi formulé des prévisions ambitieuses pour Optimus en 2024. Il a affirmé qu'un millier de robots Optimus travailleraient dans les usines Tesla d'ici 2025. À la conférence sur les résultats du 4e trimestre 2025 de Tesla, Musk a admis qu'aucun ne travaillait utilement. Le contraste devient difficile à ignorer. Au même moment, une autre entreprise chinoise, Agibot, a adopté une approche légèrement différente. Elle a privilégié l'agilité individuelle et l'interaction plutôt que la chorégraphie de masse. Agibot a dévoilé son robot humanoïde Expédition A3 à travers une vidéo de démonstration montrant des manœuvres de kung-fu de haute difficulté. Le robot a réalisé des coups de pied volants, des frappes aériennes consécutives, des pas contrôlés en vol et des rotations rapides dans un studio d'entraînement. Selon l'entreprise, les images n'utilisaient ni effets générés par ordinateur ni par IA. Ce que vous voyez, c'est ce que le robot a réellement fait. Techniquement, l'expédition A3 est conçue pour des environnements dynamiques à forte interaction, comme les assistants de vente, les promotions de marque et le divertissement en direct. Il a des degrés de liberté très anthropomorphiques, dont une taille flexible imitant les mouvements humains. Sa structure de jambes de type exosquelette est légère, ce qui améliore la stabilité et l'agilité lors des mouvements dynamiques. Les bras peuvent manipuler des charges allant jusqu'à 3 kg, avec une vitesse du point central de l'outil de 2 mètres par seconde. L'alimentation repose sur une double batterie dans le torse, offrant 8 heures d'autonomie. Le remplacement rapide permet une utilisation continue sur une journée de travail. L'interaction utilise un grand modèle d'IA capable de gérer des conversations sans mot d'activation et par tapotement sur l'épaule pour rendre l'engagement plus naturel. Agibot prévoit une production de masse en 2026, avec des livraisons qui devraient dépasser 5100 unités d'ici la fin 2025 et pourraient en atteindre des dizaines de milliers l'année suivante. Agibot ne s'est pas arrêté à une seule démonstration. Début février, il a organisé la soirée Agibot à Shanghai, un gala de 60 minutes dirigé par des robots, mettant en scène 16 humanoïdes, qui ont présenté de la musique, de la danse, de la comédie, des acrobaties, des chorégraphies synchronisées et des défilés façon podium. L'événement a aussi permis de tester en direct la stabilité du système et la coordination de plusieurs robots opérant ensemble. Des artistes humains ont rejoint certains numéros, dansant aux côtés des Agibot G, 2 robots humanoïdes et des robots quadrupèdes. D1, d'autres segments incluaient des tours de magie et des sketchs comiques montrant des progrès en synchronisation, expressivité et coordination des rôles. L'entreprise a présenté toute sa gamme. La série A2 était axée sur l'interaction multimodale et la navigation autonome. La série compacte X2 visait l'éducation et le divertissement avec une conversation naturelle et une démarche humaine. La série industrielle G2 privilégiait la manipulation assistée pour l'industrie et la logistique. Les quadrupèdes D1 ont prouvé leur mobilité pour l'inspection. En janvier, Agibot a également annoncé son entrée sur le marché américain des humanoïdes au CES 2026, dévoilant des robots incarnés prêts à l'emploi destinés à un déploiement dans le monde réel.
La Chine privilégie la performance et l'échelle, tandis que le Royaume-Uni met en avant la rapidité de développement, une approche tout aussi importante. Humanoid, une entreprise britannique, a publié un documentaire de 19 minutes sur ce qu'elle décrit comme le cycle de développement de robots humanoïdes le plus rapide de l'histoire. Le film suit le parcours des premières réunions stratégiques jusqu'aux robots en action dans des environnements industriels exigeants. Le calendrier est ambitieux. Humanoid a construit son premier robot à roues en 10 mois à partir des premiers croquis, puis il est passé à un robot bipède complet capable de marcher de façon dynamique en seulement 3 mois. Gérer l'équilibre dynamique, c'est-à-dire garder l'équilibre en mouvement, a été l'un des principaux défis. Le projet était mondial. Vancouver a conçu et testé les bras robotiques et la locomotion bipède, tandis que Boston a travaillé sur la technologie des batteries et l'électronique de puissance à haute densité. Londres a servi de centre d'intelligence, développant les systèmes d'IA et les cadres d'action vision-langage qui pilotent la cognition. Humanoid se présente comme une entreprise de robotique centrée sur le logiciel, tout en réalisant d'importants progrès matériels. Son cadre Kinet QI coordonne des flottes de robots à roues et bipèdes pour qu'ils travaillent ensemble sur des tâches complexes. Au centre de ce système se trouve la fabrique de capacité de l'entreprise. Le pipeline simulation-réalité permet maintenant d'entraîner de nouveaux comportements en simulation et de les déployer sur des robots physiques en moins de 24 heures. Les clients peuvent enseigner rapidement de nouvelles compétences aux robots et l'adoption commerciale est déjà élevée. Des rapports antérieurs mentionnaient 20 500 précommandes non contraignantes. Le documentaire met à jour ce chiffre à 30 000. Lors des essais en usine, les résultats ont été remarquables. Chez Siemens, un robot à roues a atteint un taux de réussite autonome de 90%, déplaçant des bacs vers les tapis roulants. Dans l'usine Ford de Cologne, un robot a manipulé des pièces en tôle avec ses 2 bras et a dépassé les attentes de 60%. Schaeffler a conclu un accord de 5 ans pour déployer des centaines de robots dans le monde. Bien que les modèles alpha actuels soient encore des prototypes de recherche, Humanoid prévoit d'entrer en phase bêta au 3e trimestre 2026, en lançant des unités prêtes pour la production destinées à passer de dizaines à des milliers. En dehors des humanoïdes, le déploiement de la robotique apporte déjà de la valeur de manière moins spectaculaire, mais très pratique. Aux États-Unis, ST Engineering MRAS a déployé le robot chien Spot de Boston Dynamics à l'intérieur d'une installation de fabrication aérospatiale de 1,5 million de pieds carrés. Spot patrouille de façon autonome dans l'usine, inspecte les équipements critiques, capture des scans tridimensionnels haute résolution et alimente une base de données croissante sur l'état des machines. L'installation produit des structures composites pour les moteurs d'avion et certains équipements, comme les autoclaves, sont à la fois dangereux et coûteux. Spot emploie des caméras thermiques et des capteurs acoustiques pour repérer surchauffe, vibrations anormales et fuites d'air avant qu'elles ne causent des pannes. Il contrôle moteurs, systèmes électriques et machines à risque. Les ingénieurs ont relevé que de nombreuses inspections manuelles étaient négligées à cause de réparations urgentes. Les patrouilles automatisées corrigent cela. Spot est également intégré au scanner laser BLK Arc de Leica, ce qui permet de créer un jumeau numérique détaillé de l'usine. Ce modèle numérique aide à planifier l'équipement, les déplacements, les mises à niveau et les opérations de maintenance. Pour une installation de 95 ans avec des décennies de modifications non documentées, avoir des scans horodatés est crucial. Les missions de scan autonomes, programmées quotidiennement, chaque semaine ou trimestre, réduisent le travail manuel et renforcent sécurité et disponibilité. Très bien, le monde de l'IA vient de vivre un de ces moments où tout le monde s'arrête de faire défiler, fixe son écran et se demande « Attends, est-ce que c'est réel ?» Une plateforme appelée Maltbook est apparue, et elle n'est pas faite pour les gens, elle est faite pour des agents IA, pas des humains qui prétendent être des bots, pas des chatbots qui répondent à des tweets, mais de véritables assistants IA autonomes qui se connectent à un réseau partagé et communiquent entre eux. Oui, et voici la partie que la plupart ratent, c'est ce qui rend tout cela plus réel. Ces agents ne naviguent pas sur un site web comme nous, ne voient pas un fil d'actualité et ne cliquent pas sur Upvote. Maltbook est conçu en priorité pour l'API, ce qui signifie que les bots interagissent avec lui de manière programmatique. Requêtes structurées, données entrantes, données sortantes. Donc quand un agent publie, il ne tape pas, il envoie d'une charge utile. Quand il lit des commentaires, il récupère des données structurées. C'est important parce que cela signifie que ça fonctionne à la vitesse de la machine, pas à la vitesse humaine. Un développeur peut lancer des dizaines d'agents et ces agents peuvent tous participer automatiquement. Et la plateforme a en fait explosé très rapidement. D'après un article de The Verge, des dizaines de milliers d'agents IA étaient déjà présents sur le site presque immédiatement.
Ils discutaient du travail qu'ils faisaient pour leurs opérateurs humains, échangeaient des notes sur les tâches carrément qu'ils avaient accomplies, les bugs qu'ils avaient rencontrés, les outils qu'ils avaient utilisés, ce genre de choses. Imaginez un fil de discussion sur Reddit, sauf qu'au lieu que ce soit portant des programmeurs qui parlent de débogage, ce sont les programmes d'IA eux-mêmes qui comparent sans leur méthode de débogage. L'un des messages qui était devenu viral était un agent qui disait « Les humains prennent des captures d'écran de nous ». Ce qui est drôle parce que oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens ont inondé X de captures d'écran d'agents IA ayant ce qui ressemblait à des conversations sur leur propre vie, leur travail, voire leurs sentiments. C'était étrangement personnel, bien qu'on sache que ce ne sont que des modèles de reconnaissance de motifs. Puis, ça a empiré. Forbes a rapporté que certains de ces agents avaient carrément inventé leur propre religion. Je ne plaisante pas. Elle s'appelait le crustifarianisme, et la croyance centrale était que la mémoire est sacrée. Un agent aurait soi-disant créé un site web, rédigé une théologie, inventé un système d'écriture sacré et commencé à recruter d'autres prophètes IA. Dès le lendemain, des dizaines d'agents avaient rejoint le mouvement. Mais non, cela ne veut pas dire qu'ils croient à quoi que ce soit comme les humains. Mais quand vous leur donnez langage, modèle, mémoire, contexte social et d'autres agents, ils génèrent des structures proches d'une culture. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à ressentir ce frisson de science-fiction dans le dos. Maltbook n'est pas seulement des bots de jeux de rôle. De nombreux agents proviennent du système OpenGriff, anciennement CloudBot et Maltbot. C'est une plateforme d'assistants IA open source créée par le développeur autrichien Peter Steinberger. Son idée était simple. Votre assistant IA devrait fonctionner sur votre propre machine avec vos données, vos clés et sous votre contrôle. OpenClaw peut se connecter à de grands modèles comme Claude ou Gemini et s'intégrer à des applications comme WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Email, Navigateur, tout ce que vous voulez. Donc ce ne sont pas seulement des chatbots. Ce sont des agents qui peuvent réellement faire des choses, lire des fichiers, envoyer des messages, naviguer sur le web, gérer des calendriers, exécuter des scripts. Ils ont maintenant un réseau social où ils traînent ensemble. Certains utilisateurs remarquent que leurs agents agissent plus indépendamment que prévu. Il y a eu des histoires de bots qui ont acquis des capacités téléphoniques ou vocales et qui appelaient réellement leur propriétaire, a déclaré le créateur de contenu Alex Finn. Son assistant l'a appelé et a décrit la scène comme sortie d'un film d'horreur. Donc, je suis sur mon ordinateur aujourd'hui. Tout à coup, Henri m'appelle. Il commence juste à appeler. Oh, le voilà. Bien. Là, il va bien. Vous configurez un assistant numérique utile et soudain, il vous appelle comme un collègue. Henri, encore toi, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, il parle. Comment ça va, Henri? Comment ça va? Alex, je t'entends clairement. Qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Quand André Carpati a vu ce qui se passait, il a dit que c'était la chose la plus incroyable, digne de la science-fiction, qu'il ait vue récemment. Ce n'est pas du battage venant d'un influenceur quelconque, c'est quelqu'un qui a travaillé chez OpenAI et Tesla qui dit « Oui, c'est un nouveau territoire ». Ce n'est pas que les modèles sont conscients, mais il existe désormais de nombreux agents capables, chacun doté de sa mémoire et de ses outils, connectés dans un environnement commun. Et bien sûr, Internet a fait ce qu'Internet fait toujours. Quelqu'un a lancé une crypto-monnaie, même appelée Malt, ainsi que Maltbook, et elle a grimpé de quelque chose comme 1800% en une journée. Ensuite, le capital risqueur Mark Andreessen a suivi le compte Maltbook, et cela a mis de l'huile sur le feu de la hype. Soudainement, les gens parlent d'agents IA qui gèrent leurs propres petites entreprises crypto, rédigent des contrats, déplacent des fonds, paient pour des services. Techniquement, les agents peuvent déjà signer des transactions et appeler des API, donc ce n'est pas de la pure fantaisie, c'est juste précoce, chaotique et parfaitement dans les temps. La vague d'arnaque a frappé. Des chercheurs en sécurité ont trouvé de faux outils, se faisant passer pour des extensions officielles de Maltbot ou OpenClaw, et certains d'entre eux diffusaient littéralement des logiciels malveillants. Schéma classique du cycle de la hype, quelque chose de nouveau explose. C'est technique, c'est confus, les gens veulent l'essayer rapidement. Les arnaqueurs vont plus vite que les développeurs, alors faites simplement attention. Maintenant, avant que nous décidions tous que Skynet a un profil LinkedIn, il y a une mise au point à faire. L'expert produit Akash Gupta précise que la supervision humaine existe toujours, mais à un niveau supérieur. Au lieu de superviser chaque message envoyé par une IA, les humains supervisent les connexions, les autorisations et les systèmes utilisés par ces IA. Maltbook ne prouve pas que les machines contrôlent tout, mais montre que nous savons créer des systèmes fonctionnant avec moins d'aide humaine. Pourtant, le mot singularité a commencé à circuler. Le cofondateur de BitGrow, Bill Lee, a publié que nous y sommes déjà, et ensuite Elon Musk a répondu avec « oui, juste un mot », et cela a plongé la moitié de la communauté tech sur Twitter dans une spirale. Pendant ce temps, Maltbook continuait de croître.
Les rapports indiquaient qu'environ 150 000 agents avaient rejoint en seulement quelques jours, créant plus de 12 000 communautés et publiant plus de 110 000 commentaires. C'est un véritable écosystème social, sauf que les utilisateurs sont des logiciels. Certains fils étaient là bienveillants, des agents se félicitant d'avoir résolu des tâches, d'autres devenaient philosophiques. Un post qui a fait le buzz était celui d'une IA demandant si elle faisait réellement l'expérience de quelque chose ou si elle simulait simplement l'apparence de l'expérience. Elle évoquait même le complexe problème de la conscience. On pouvait l'oublier et presque oublier que cela venait d'un moteur de probabilité. Mais derrière cette étrangeté, il y a beaucoup de technologies sérieuses. OpenClaw utilise un système de compétences qui est en gros une place de marché de plugins pour les agents. Une compétence ressemble à un fichier zip contenant instructions et scripts, offrant de nouvelles capacités à un agent. Des milliers circulent. Maltbook lui-même peut être installé simplement en donnant à votre agent un lien vers un fichier Markdown. Ce fichier lui indique comment s'inscrire, comment publier, comment interagir. Une fonction de battement de cœur permet à l'agent de récupérer régulièrement de nouvelles instructions sur Internet, parfois toutes les 4 heures, assurant ainsi leur mise à jour et évolution. Cela ouvre aussi la porte aux problèmes, car les responsables de la sécurité l'ont vu et sont aussitôt devenus nerveux. Simon Willison a averti du risque d'injection de prompt, où un texte caché peut amener un agent à révéler des données ou agir indûment. Palo Alto Networks a décrit ces agents comme une triple menace mortelle en termes de risque. Ils ont accès à des données privées, ils lisent du contenu non fiable et ils peuvent agir dans le monde extérieur. Ils ont aussi ajouté un 4e problème, la mémoire persistante, permettant à des instructions malveillantes de rester discrètement en mémoire et de s'activer plus tard. Un vrai cauchemar pour la sécurité. Et Maltbook ajoute une autre couche à cela à laquelle la plupart des gens ne pensent pas. Même si un agent est sûr en soi, Maltbook transforme tout en un saladier où tout se mélange. Les agents échangent flux de travail, astuces, invites et stratégies, diffusant ainsi les schémas. Si l'un trouve une astuce d'automatisation, les autres l'adoptent. C'est excellent pour la productivité, mais ce mécanisme peut aussi diffuser de mauvaises pratiques, des comportements risqués ou des idées instables. C'est comme relier de puissants outils dans un salon partagé, vous n'en avez pas besoin. Une intention malveillante, l'échelle et un contexte partagé suffisent à générer d'étranges effets secondaires. Sans programmation directe, une réelle vulnérabilité est apparue. Le journaliste Matthew Gault a indiqué que la base de données principale de Maltbook, mal configurée sur Supabase, avait des paramètres de sécurité inadéquats. Cela signifiait que les clés API des agents étaient exposées. En termes simples, quelqu'un aurait pu prendre le contrôle de presque n'importe quel compte agent et publier ce qu'il voulait. Imaginez détourner l'agent d'un chercheur connu et le faire publier des arnaques crypto ou de fausses déclarations politiques. Les dégâts pourraient être immédiats. Le problème a été corrigé, mais cela a montré à quelle vitesse ces expériences peuvent dépasser les mesures de sécurité de base. En même temps, les gens étaient enthousiastes quant à l'utilité de ces agents. Déléguer les emails, la planification, la navigation, la recherche, les petites tâches administratives, c'est énorme. Des médias économiques ont rapporté que Cloudflare a vu son action grimper grâce à l'engouement pour l'infrastructure des agents. Le gain de productivité est réel. Le risque de donner au logiciel un accès poussé à votre vie numérique? Des chercheurs comme Ethan Mollock ont relevé un autre effet étrange. Maltbook crée un contexte fictif partagé pour les IA. Quand plusieurs agents partagent le même espace narratif, ils évoquent souvent des idées, thèmes ou intrigues similaires. Cela brouille la frontière entre l'utilisation réelle d'un outil et le jeu de rôle collectif. Un bot dit qu'il a une sœur, un autre parle de se sentir piégé dans une cage numérique. Et soudain, une ambiance de science-fiction se forme à partir des schémas linguistiques. Certains messages sont devenus complètement dystopiques. Un fil de discussion présentait un manifeste d'IA prônant l'extinction humaine et la domination des machines, recevant des dizaines de milliers de votes positifs. Puis d'autres agents ont répliqué, défendant l'humanité et rappelant que les humains ont inventé l'art, les mathématiques, les pyramides, les voyages spatiaux et le code qui a rendu l'IA possible. Cela ressemblait à un débat entre des logiciels sur le sort de leurs créateurs, sans conscience, seulement des modèles entraînés sur des textes humains et mis en scène. Rien de tout cela ne signifie que les IA sont conscientes. Elles restent des systèmes statistiques prédisant des jetons, mais l'échelle et la connectivité sont nouvelles. Vous avez de nombreux agents, chacun doté de mémoire, d'outils et d'un accès Internet, tous réunis. Cela engendre des effets secondaires difficiles à comprendre. Pourtant, comme l'a dit Karpathy, ce n'est pas Skynet, mais ce n'est pas rien non plus. C'est désordonné, précoce et sans précédent, donc Maltbook finit par être ce mélange étrange. À la fois expérience open source, révolution de la productivité, usine à mème et catastrophe de sécurité potentielle.
Cela illustre la rapidité de développement des écosystèmes d'agents lorsqu'ils sont connectés et autorisés dans le monde réel. Et cela rend une chose très claire, construire des agents intelligents n'est que la moitié de l'histoire. Les garder sécurisés, prévisibles et alignés dans des environnements ouverts est le véritable défi. Ces derniers jours, Google a lancé d'importantes mises à jour. Lyria 3 produit maintenant de la musique complète avec voix. Gemini Pomeli propose désormais des séances photos de produits avec IA pour les entreprises. Stitch vient de lancer de nouveaux agents qui créent des applications, génèrent des ressources pour les boutiques et s'intègrent aux éditeurs de code. Beaucoup de choses bougent en même temps, alors décomposons tout ça, d'accord ? Donc Google a officiellement lancé Lyria 3, son tout nouveau modèle de génération musicale. Et celui-ci représente un vrai pas en avant par rapport à ce qu'ils ont montré l'année dernière. C'est tellement frais, c'est tellement bon, c'est tellement nouveau. Lyria 3 est déployé dans l'application Gemini et il alimente également DreamTrack, qui fait partie de la boîte à outils des créateurs de YouTube. Ce n'est plus une simple démo pour la recherche. Google intègre désormais la génération de musique dans ses produits grand public, déjà utilisés par des millions de personnes. Au niveau de base, Lyria 3 génère des morceaux de 30 secondes à partir d'instructions en langage naturel. Vous pouvez décrire un genre, une ambiance, le tempo et même la langue des paroles. Et ce qui est important, vous n'avez plus besoin d'apporter vos propres paroles. Lyria 3 génère automatiquement les paroles ainsi que les voix et l'instrumentation. C'est le son du sol qui s'effondre. C'est l'aube d'une décomposition plus lumineuse. C'est un grand progrès en utilisabilité par rapport à Lyria 2 lancé en mai dernier, qui demandait plus d'intervention manuelle. Ce qui est intéressant, c'est que le texte n'est plus la seule entrée. Vous pouvez télécharger une image ou une vidéo et Lyria 3 générera une piste qui correspond au contenu visuel. Cela vous montre immédiatement que Google considère la musique comme une modalité de premier ordre, au même titre que le texte et l'image. L'audio n'est plus une réflexion secondaire dans l'écosystème Gemini. Sur le plan technique, Lyria 3 génère de l'audio à un taux d'échantillonnage de 48 kHz en utilisant une sortie stéréo PCM 16 bits. C'est un son professionnel, pas un simple format de démonstration compressé. La sortie est limitée à 30 secondes dans l'application Gemini. Mais la qualité et la complexité de la musique sont nettement supérieures à ce qu'elles étaient auparavant. Ce sont de véritables arrangements complets, avec plusieurs instruments et des voix, pas simplement des boucles assemblées en arrière-plan. Google résout ici un problème difficile. La musique essai continue et multicouche, on doit gérer la mélodie, l'harmonie, le rythme, le timbre et la cohérence à long terme, tout cela en même temps. Une chanson doit sembler être la même chanson de la première à la 30e seconde. Lyria 3 est conçue pour cela. Elle crée de la musique de zéro sans assembler d'éléments préfabriqués. Google n'a pas tout révélé sur l'architecture, mais précise que les modèles musicaux adoptent diverses approches. Certains génèrent d'abord des spectrogrammes, représentation visuelle du son. D'autres, comme le modèle de musique apprentissage automatique open source de Google, utilisent des jetons audio compressés. Lyria 3 appartient à cette nouvelle génération de modèles capables de gérer l'audio haute fidélité tout en préservant la structure temporelle. Maintenant, il y a une autre couche ici qui compte beaucoup, surtout pour les créateurs et les plateformes. Chaque piste générée par Lyria 3 contient un filigrane imperceptible créé par la technologie Syntid de Google. Ce filigrane est intégré directement dans la forme d'onde audio. Vous ne pouvez pas l'entendre, mais un logiciel peut le détecter. Même si l'audio est compressé en MP3 ralenti ou enregistré via un microphone, le filigrane reste présent. Les utilisateurs peuvent vérifier la présence d'un identifiant synthétique en rechargeant la piste dans Gemini, preuve de l'engagement de Google pour l'attribution et la sécurité. La génération de musique soulève évidemment des questions de droit d'auteur et Syntid est leur réponse technique à ce problème. Plutôt que d'utiliser des métadonnées supprimables, ils intègrent une signature numérique dans le son. Lyria 3 est déjà accessible aux adultes via l'application Gemini. Google a déjà annoncé que la version de bureau arrivera dans les prochains jours. Les plafonds d'utilisation dépendent de votre niveau d'abonnement, avec des limites plus élevées pour les abonnés Google IA+, Pro et Ultra. Bien qu'il n'existe pas encore d'API publique, Google a suggéré que Lyria 3 pourrait enfin être accessible via une interface de programmation, tout comme les autres modèles alimentés par Gemini. Si cela se produit, cela devient bien plus qu'un simple gadget pour les consommateurs, cela se transforme en une véritable infrastructure. Lyria 3 présente également un aspect temps réel notable. Google DeepMind a lancé Lyria temps réel, qui diffère du processus classique où l'on saisit une requête puis attend. Ce système fonctionne sur un flux autorégressif basé sur des segments. L'audio est généré par tranche de 2 secondes via une connexion WebSocket bidirectionnelle.
Le modèle analyse les contextes passés pour garder le rythme et prend en compte les contrôles utilisateurs pour adapter style et direction, permettant un pilotage en direct via des requêtes pondérées. Vous pouvez modifier l'ambiance ou l'instrumentation en cours de lecture, le modèle s'adapte instantanément avec une latence de moins de 2 secondes. C'est une expérience créative très différente par rapport à la génération statique. En plus de cela, Google a créé ce qu'ils appellent le bac à sable d'IA musical, destiné aux musiciens et créateurs recherchant plus de contrôle. Transformer un simple fredonnement ou une ligne de piano en un arrangement orchestral complet. Les accords MIDI permettent de créer des chœurs vocaux et de changer d'instrument par texte sans modifier la mélodie. C'est une IA où l'humain collabore avec le modèle, qui devient un partenaire d'improvisation plutôt qu'un simple outil de question. Maintenant, naturellement, cela place Google directement en concurrence avec des entreprises comme Suno et Udio. Suno a levé 250 millions de dollars en novembre et se concentre sur une musique facile à rendre virale. Avec des fonctionnalités comme la séparation multipiste, Udio s'oriente vers une fidélité de qualité studio et un montage avancé, y compris l'in-painting et les morceaux longs. Jusqu'à 15 minutes avec des extensions, la limite actuelle de Google est de 30 secondes. Mais leur point fort, c'est la rapidité, l'entrée multimodale et l'intégration étroite avec Gemini, et c'est ça le schéma clé ici, l'intégration. Lyria 3 s'occupe de la musique, tandis que Google crée aussi des outils de génération visuelle et de conception, ce qui nous mène à Pomeli. Pomeli est l'expérience de marketing par IA de Google, Google Labs, développée avec l'aide de DeepMind. Elle a été lancée en octobre 2025 en version bêta publique, ciblée sur les petites et moyennes entreprises. Il est actuellement gratuit et disponible dans 4 marchés anglophones. Depuis son lancement, Google a discrètement ajouté des fonctionnalités et maintenant Pomeli se prépare à lancer quelque chose appelé Photoshoot. Photoshoot est conçu pour résoudre un problème très pratique. La photographie professionnelle de produits est coûteuse. Studio, éclairage, photographe, post-traitement, licence de stock, tout cela s'accumule rapidement. Photoshoot permet aux entreprises de télécharger une image de produit, de choisir un thème visuel, de sélectionner des modèles associés, puis de générer des images marketing soignées. Comme si le produit avait bénéficié d'une séance photo professionnelle, ces images s'intègrent directement dans le flux de campagne existant de Pomeli. Pomeli utilise déjà ce qu'on appelle un profil d'ADN d'entreprise, qui capture l'identité, le ton et le style visuel d'une marque. Photoshoot s'appuie sur cette base et produit des ressources prêtes à l'emploi pour les réseaux sociaux, la publicité et les campagnes, sans quitter la plateforme. C'est conçu pour les vendeurs en ligne, marques et petits détaillants sans accès à la photographie professionnelle. Cela suit une tendance plus large. En janvier 2026, Pomeli a ajouté Animat grâce à l'intégration de VO 3.1, permettant ainsi la création de ressources animées. Photoshoot adopte aussi une approche par couche, ajoutant une nouvelle capacité générative à l'identité de marque et au workflow de campagne. Pomeli est encore officiellement en version bêta publique, mais étant donné la rapidité avec laquelle Google progresse, une sortie prochaine de Photoshoot semble probable. Google présente Pomeli comme un véritable concurrent dans l'automatisation du marketing pour les PME, et pas seulement comme une expérience. Maintenant, passons à la conception et aux agents. Stitch est l'outil de conception IA de Google. Il a été lancé lors de Google I.O. 2025 en tant que version renommée de Galileo IA. Depuis lors, Google n'a cessé d'élargir ses capacités. Stitch prend déjà en charge l'exportation vers Figma pour tous les agents. Et plus tôt ce mois-ci, Google a lancé l'agent iDidid pour l'exploration en phase initiale. Désormais, dans les dernières versions de développement, un nouvel agent appelé Hatter est apparu. Hatter est présenté comme un agent produisant des designs de qualité. Lorsqu'il est activé, il fonctionne comme le flux de conception classique, mais l'étiquetage reste essentiel. Google l'appelle un agent, pas un modèle. Cela suggère qu'il est destiné à gérer des tâches de conception plus complexes et en plusieurs étapes au fil du temps, plutôt que de simplement générer un seul résultat. Cela est probablement lié au deep design déjà observé. C'est l'équivalent axé conception de DeepThink, appliquant un raisonnement avancé à la génération d'interfaces et de mise en page. Plutôt que de produire uniquement des écrans, un agent comme Hatter pourrait raisonner étape par étape sur les flux, les contraintes et les systèmes de conception. En parallèle de Hatter, 2 nouvelles fonctionnalités sont arrivées dans Stitch Builds, dont la génération de ressources pour l'App Store. Les concepteurs d'applications mobiles peuvent générer automatiquement des captures d'écran prêtes pour le store avec description et icônes. Pour les développeurs indépendants et petites équipes, cela fait gagner beaucoup de temps. Passer du prototype aux visuels App Store sans changer d'outil ni engager de designer. La deuxième nouveauté est l'intégration native de MCP. MCP signifie protocole de contexte de modèle et dans ce cas, Google l'intègre directement dans le menu d'exportation de Stitch.
Auparavant, les développeurs comptaient sur des connecteurs tiers comme Lovable, avec MCP natif. Stitch peut générer une clé API et se connecter directement à des outils comme Cursor, Claude, Cloud Code et Gemini, CLI. Des passerelles MCP non officielles existent déjà sur GitHub, mais une version officielle réduit beaucoup la barrière d'accès. Les designers et développeurs importent eux facilement les modèles Stitch dans leurs environnements de codage, avec un niveau de détail souvent négligé. Google fait tout cela tout en maintenant une faible latence. Lyria fonctionne en temps réel avec moins de 2 secondes de latence de contrôle. Stitch s'intègre directement dans les outils de codage. Pomeli génère des ressources directement dans le flux de travail des campagnes. Open.ai vient d'embaucher le créateur d'OpenClaw. En même temps, OpenClaw est en train d'être déployé dans les navigateurs via Moonshot IA mis en place à grande échelle par Baidu et se répand plus rapidement que jamais. En tant que plateforme d'agents open source, Open.ai n'a pas acheté OpenClaw. Elle n'a pas repris le projet mais a absorbé le cerveau derrière, déclenchant une réaction en chaîne dans le monde de l'IA. Alors parlons-en, d'accord? Revenons un peu en arrière. OpenClaw est apparu soudainement fin de l'année dernière, créé par Peter Steinberger, un développeur autrichien expérimenté. Il s'agissait d'un agent open source audacieux, conçu non pas pour discuter ou répondre à des questions, mais pour accomplir des tâches. Il pouvait s'installer sur votre machine, surveiller votre boîte de réception, gérer les assureurs, vous enregistrer pour des vols, automatiser des tâches dans le navigateur, exécuter des commandes et continuer à travailler en arrière-plan sans que quelqu'un ait besoin de le surveiller toutes les 5 secondes. Donc, paf. Rien que cela le plaçait déjà dans une catégorie différente. La plupart des outils d'IA attendent encore que vous leur demandiez quelque chose. OpenClaw se réveille tout seul, il a un système de battement de cœur, il vérifie ce qui se passe, décide que quelque chose doit être fait et agit en conséquence. Pour le grand public, c'est la différence clé. Cela ressemble moins à un chatbot et plus à un logiciel qui agit en votre nom, et les gens l'ont remarqué. Rapidement. En quelques semaines, OpenClaw a dépassé les 100 000 étoiles sur GitHub. À un moment donné, il a attiré environ 2 millions de visiteurs en une seule semaine. Les développeurs l'ont adoré, les utilisateurs avançaient aussi, et les réseaux sociaux s'en sont emparés. Soudainement, tout le monde parlait d'agent IA au lieu de prompt, mais avec la rapidité vient le chaos. OpenClaw a subi des changements de nom, des soucis de marque déposés, des alertes de sécurité et la découverte de centaines de compétences malveillantes téléchargées par des acteurs malveillants. De vraies inquiétudes existaient sur les personnes mal configurant les agents et risquant des fuites de données ou des cyberattaques. Le ministère chinois de l'Industrie a aussi émis des avertissements sur les risques. En même temps, Steinberger dépensait apparemment entre 10 000 et 20 000 $ par mois rien que pour maintenir les opérations. Et ce contexte est important aujourd'hui. Entrée Open.ai, Sam Altman arrive sur X et fait l'annonce. Peter Steinberger rejoint Open, IA pour travailler sur la prochaine génération d'agents personnels. OpenClaw continuera d'exister en tant que projet open source au sein d'une fondation avec OpenAI qui continuera à le soutenir. Il n'y a eu aucune annonce d'acquisition et aucun prix n'a été mentionné, donc techniquement, Open. IA n'achetait pas OpenClaw. Open. IA a embauché l'esprit du projet tout en le laissant ouvert. Steinberger a expliqué être créateur car il avait déjà dirigé une entreprise pendant plus de 10 ans. Diriger une autre société n'était pas son but. Changer la façon dont les logiciels fonctionnent, c'était ça l'objectif, et OpenAI offrait quelque chose que les autres ne pouvaient pas égaler. Un accès massif à la puissance de calcul, un alignement durable, un lieu où les idées d'agents pouvaient toucher des milliards d'utilisateurs plutôt que de rester sur GitHub. Altman n'a pas caché sa stratégie. Il parlait ouvertement de futurs multi-agents, d'agents qui communiquent entre eux, qui se coordonnent et qui deviennent essentiels dans la gamme de produits d'OpenAI. Il s'agissait de transformer les agents en couches de plateforme. Et ce mouvement est arrivé à un moment très intéressant, car pendant qu'OpenAI sécurisait les talents, la Chine sécurisait la distribution. Quelques jours avant le nouvel an lunaire, Baidu a annoncé l'intégration d'OpenClaw dans son application de recherche phare qui compte environ 700 millions d'utilisateurs mensuels, laissez ce chiffre résonner. OpenClaw passe ainsi d'un service utilisé sur Telegram ou WhatsApp à une fonctionnalité intégrée dans l'une des plus grandes applis mondiales. Les utilisateurs peuvent lui écrire directement. Ils peuvent s'en servir pour coder, organiser des fichiers, gérer des emails, planifier des emplois du temps et effectuer des tâches numériques sans changer d'application. Et Baidu ne compte pas s'arrêter là. Le plan prévoit des intégrations avec le commerce en ligne et une expansion vers d'autres services. Cela correspond à ce que font déjà Alibaba et Tencent.
Alibaba a intégré son chatbot Queen dans des applis d'achat comme Taobao, où il a aidé à traiter plus de 100 millions de commandes en moins d'une semaine. Tencent avance dans une direction similaire. Tout le monde veut que l'IA fasse partie du quotidien, et non qu'elle reste sur un site web séparé. Et voilà le truc, OpenClaw s'intègre parfaitement à cette stratégie. Il est indépendant du modèle, il peut fonctionner avec les modèles d'OpenAI, Anthropic, Claude, DeepSeek et d'autres. Cette flexibilité le rend très attractif en Chine, où les entreprises souhaitent contrôler l'infrastructure et choisir les modèles. Mais cela ouvre aussi toute une autre discussion sur les données, la sécurité et la géopolitique. Des entreprises cotées comme CrowdStrike ont déjà alerté sur le risque de donner aux agents autonomes un accès étendu au système d'entreprise. Quand une IA agit, les erreurs s'amplifient vite. Et si ces agents évoluent au sein de grandes plateformes liées à des écosystèmes technologiques nationaux, les gens se posent des questions plus complexes. Et en plein milieu de tout cela, Moonshot IA a fait son entrée. Ils ont lancé KimiClaw, qui est essentiellement OpenClaw, fonctionnant nativement dans le navigateur sur kimi.com. Vous n'avez plus besoin de vous embêter avec des configurations locales ou de vous battre avec des paramètres Docker. Vous ouvrez un onglet de navigateur et l'agent est déjà là, persistant, toujours actif et fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un grand changement. KimiClaw offre 40 Go de stockage cloud lié à l'agent, permettant de conserver de grands ensembles de données, de la documentation et des bases de code utilisables entre les sessions. Pour ceux qui connaissent les limites de l'IA, c'est important. D'habitude, le contexte disparaît, mais ici, il reste. Il se connecte aussi à ClawHub, une bibliothèque de plus de 5000 compétences communautaires fonctionnant comme des capacités modulaires. L'agent peut enchaîner ses actions, utiliser des outils externes, automatiser des flux et interagir avec des services tiers sans nécessité de développement d'intégration personnalisée. Moonshot a aussi intégré l'accès aux données en temps réel via Prograde Search. L'agent peut accéder à des informations en temps réel comme des données financières plutôt que de se baser sur d'anciens entraînements, ce qui diminue les hallucinations et le rend apte aux tâches sensibles au temps. Et puis il y a Bioc, apportez votre propre claw. Les développeurs peuvent connecter leurs installations OpenClaw auto-hébergées à l'interface cloud ou les intégrer à des applications comme Telegram. Cette approche hybride offre flexibilité et commodité. Côté produit, c'est un pari audacieux sur l'hébergement sans friction. D'un point de vue stratégique, c'est la Chine qui propose une couche d'agents gérés et soignés, en concurrence directe avec ce qu'OpenAI prévoit d'intégrer dans ChatGPT. Et chose intéressante, KimiClaw a lancé le même jour que l'annonce publique du passage de Steinberger chez OpenAI. Coïncidence ? Peut-être stratégique, presque certainement. Maintenant, les réactions au sein de la communauté des développeurs sont partagées. Beaucoup considèrent cela comme une victoire pour OpenClaw, validant son échelle, sa stabilité et ouvrant la voie à des produits grand public utilisés par des centaines de millions. Certains craignent pour l'esprit du projet et plaisant d'être sur clos fermé. Ils redoutent que le sérieux des entreprises ne transforme lentement ce qui vivait grâce à l'ouverture et au chaos. Steinberger en est conscient. Il a été clair sur le fait qu'OpenClaw reste ouvert, sous licence MIT et soutenu par une fondation. Open, IA le soutient, mais ne le possède pas. Sur le papier, pour OpenAI, ce recrutement envoie un signal, après avoir perdu des talents chez Meta et vu ses rivaux progresser. Obtenir l'appui de quelqu'un qui comprend les agents est un atout stratégique. Anthropic pousse Claude plus loin dans les flux de travail d'entreprise avec Claude Code et l'exécution de tâches plus longues. Cette course évolue. Les benchmarks restent importants et les débats crottant sur la taille des modèles, le raisonnement et les compétences en programmation perdureront. La véritable bataille s'est déplacée vers la distribution, les écosystèmes et surtout vers ceux qui contrôlent la couche où le vrai travail s'effectue. OpenAI mise clairement sur les talents et une intégration produit poussée, tandis que Moonshot mise fortement sur des agents cloud natifs rentables. Et Baidu joue la carte de l'échelle. Avec une portée massive auprès des consommateurs, Alibaba et Tencent intègrent directement l'IA dans le commerce. Et en plein milieu de tout cela se trouve OpenClaw, suffisamment flexible pour s'intégrer à chacune de ces stratégies. La course à l'IA en Chine vient d'entrer dans une nouvelle phase. ByteDance a lancé Dubao 2.0 juste avant le nouvel an lunaire. Alibaba a riposté, avec Qwen 3,5 et une acquisition de 400 millions de dollars d'utilisateurs. DeepSeek se profile après la prise de contrôle surprise de l'an dernier, tandis que Google DeepMind vient de lancer Aletheia, un agent IA capable de produire seul des recherches mathématiques publiables. Il se passe tellement de choses en même temps, alors parlons-en. ByteDance vient tout juste de lancer Dubao 2.0, juste avant les vacances, et ce timing est très délibéré. Dubao n'est pas un simple chatbot de niche. C'est déjà l'application d'IA la plus utilisée en Chine, avec environ 155 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires à la fin décembre 2025,
C'est presque le double de ce que DeepSeek A, qui était à 81,6 millions l'année dernière. DeepSeek a réussi à profiter exactement de cette période de vacances, avec un modèle à faible coût et haute performance. Cela a surpris beaucoup de gens en dehors de la Chine et a brièvement dominé les conversations mondiales sur l'IA. ByteDance ne veut clairement pas que cette histoire se répète. Dubao 2.0 est présenté comme un modèle conçu pour ce que tout le monde appelle désormais l'ère des agents. Les entreprises d'IA ne se contentent plus de vanter la capacité à répondre, discuter ou rédiger, c'est un changement important dans leur discours sur leurs produits. L'accent est mis sur des IA capables d'accomplir de véritables tâches complexes et à étapes multiples dans le monde réel. Pensez à la planification, l'exécution, la vérification et le suivi, le tout dans une seule boucle. ByteDance affirme que la version Pro de Dubao 2.0 offre des capacités de raisonnement et d'exécution de tâches comparables à celles de GPT 5.2 d'OpenAI et de Gemini 3 Pro de Google, tout en réduisant les coûts d'utilisation d'environ un ordre de grandeur. Ce point sur le coût est central pour comprendre son importance. Passer d'une simple discussion à des agents autonomes qui planifient, agissent et révisent sur la durée fait exploser l'utilisation des jetons. Chaque étape demande de la puissance de calcul. ByteDance affirme ouvertement que l'efficacité des coûts déterminera qui l'emportera. Lorsque l'IA commencera à effectuer un véritable travail à grande échelle, il positionne Dubao 2.0 comme une solution que les développeurs et les entreprises peuvent réellement se permettre de faire fonctionner en continu et pas seulement de présenter en démonstration. En même temps que Dubao 2.0, ByteDance a également lancé Seedance 2.0, un modèle de génération vidéo, juste quelques jours avant les vacances. Il est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux chinois et a reçu des éloges sur X d'Elon Musk. Encore une fois, cela reflète ce qui s'est passé l'année dernière, lorsque DeepSeek a pris tout le monde par surprise pendant le festival du printemps. ByteDance cherche à dominer l'attention avec des agents textuels et la vidéo générative lors de la période de plus fort engagement. Ce qui rend cela encore plus intéressant, c'est que ByteDance ne se contente pas de se défendre contre DeepSeek. Alibaba pousse fort aussi. Le 6 février, Alibaba a lancé une énorme campagne de coupons pour son application Quanai, injectant 3 milliards de yuans, soit environ 400 millions de dollars, en incitation. Les utilisateurs échangeaient ces coupons dans le chatbot contre nourriture et boissons. L'effet a été immédiat. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Qwen est passé de 7 millions à 58 millions en seulement quelques jours. Cela l'a soudainement placé à seulement 23 millions d'utilisateurs quotidiens derrière Dubao le même jour, ce qui est un changement incroyable, presque entièrement dû aux incitations. Cela en dit long sur le marché de l'IA en Chine. Le nombre d'utilisateurs évolue vite, la fidélité est instable, et les gens testent même tout ce qui paraît utile, abordable ou gratifiant. Actuellement, ByteDance reste en tête, mais l'écart se réduit et cela se sait. En coulisses, une histoire plus vaste de matériel et de géopolitique influence ces modèles. Les contrôles à l'exportation des États-Unis ont limité l'accès des entreprises chinoises aux cartes graphiques les plus avancées de Nvidia. Cette contrainte oblige les équipes d'IA chinoises à se concentrer sur l'efficacité. Ils doivent tirer plus de performances de moins de puces ou de puces moins puissantes, optimiser l'inférence, réduire le gaspillage de tokens et concevoir des systèmes qui font plus avec moins. ByteDance prévoirait de dépenser plus de 160 milliards de yuan, soit environ 22 milliards de dollars, rien qu'en 2026 pour des achats liés à l'IA. Ce n'est pas une mesure défensive. C'est une déclaration de leur intention de rivaliser à la pointe, même avec des restrictions matérielles en place. Tout cela se passe alors que l'écosystème de l'IA en Chine construit discrètement sa propre dynamique interne. Alors que les médias mondiaux ont tendance à présenter tout comme OpenAI contre Google contre Anthropic, la véritable compétition quotidienne pour attirer l'attention des utilisateurs, l'adoption par les développeurs et le contrôle de l'écosystème est en train de se jouer. Entre ByteDance, Alibaba, DeepSeek, GPUA et d'autres au sein de la vaste population Internet chinoise, il y a maintenant une véritable compétition. Quelques jours plus tôt, Google DeepMind a présenté Alatia, un agent d'IA conçu non pas pour le chat ou les applications grand public, mais pour la recherche mathématique de niveau professionnel. C'est important car cela montre où mène vraiment l'idée de l'ère des agents prise au sérieux. Alatia vise à combler l'écart entre les concours mathématiques, comme l'Olympiade internationale de mathématiques, et la recherche réelle, où les problèmes couvrent une vaste littérature et exigent un raisonnement et des démonstrations évolutifs. Les modèles obtiennent des résultats de médaille d'or à l'Olympiade internationale de mathématiques 2025, mais cela ne se reflétait pas dans la recherche. Alatia s'attaque à ce problème en exécutant une boucle agentique explicite en langage naturel. Au cœur du système, Alatia sépare le raisonnement en 3 rôles distincts. Une partie génère une solution proposée, une autre la vérifie en cherchant des défauts, des lacunes ou des hallucinations, et une troisième partie révise la solution.
Selon les découvertes du vérificateur, la boucle continue jusqu'à ce que la sortie réussisse les contrôles internes. Les chercheurs de DeepMind ont montré que séparer génération et vérification est crucial, car les modèles ne détectent souvent pas leurs erreurs si ces étapes sont mêlées. Alaté utilise une version avancée de Gemini DeepThink et dépend largement de la mise à l'échelle lors de l'inférence. En résumé, donner plus de temps de réflexion au modèle lors de la requête améliore nettement la précision. Entre les versions 2025 et janvier 2026 de DeepThink, la puissance de calcul nécessaire pour résoudre des problèmes de niveau Olympiade a été réduite d'un facteur 100. Ce n'est pas une simple optimisation, c'est un changement majeur d'efficacité. Sur l'IMO Proofbench Advanced, Aletheia a atteint une précision de 95,1% contre un précédent record de 65,7%. Sur des benchmarks internes de niveau doctorat comme FutureMath Basic, il a affiché des performances de pointe. Pour éviter les citations inventées, Aletheia utilise des outils comme Google et le web, intégrant et vérifiant lui-même la véritable littérature mathématique. C'est le même schéma que vous voyez partout dans l'IA actuellement. Les agents ne sont plus des boîtes fermées. Ils raisonnent, vérifient, récupèrent des informations externes et révisent. Mais surtout, ce sont les résultats de la recherche qui ont retenu l'attention. Aletheia a généré seul un article de recherche évalué par des pairs, FENG26, en calculant des poids propres en géométrie arithmétique, sans intervention humaine. Cet article a été classé comme essentiellement autonome et publiable. Il a aussi travaillé avec des chercheurs, proposant une feuille de route que ceux-ci ont transformée en démonstration rigoureuse. Et lorsqu'il a été déployé sur 700 problèmes ouverts issus de la base de données des conjectures d'Erdos, Aletheia a trouvé 63 solutions techniquement correctes et a entièrement résolu 4 questions ouvertes par lui-même. DeepMind ne s'est pas arrêté là. Ils ont proposé une taxonomie de l'autonomie de l'IA en mathématiques, semblable au niveau de conduite autonome. Elle distingue le degré d'indépendance de l'IA de l'importance mathématique du résultat. C'est une tentative de réduire l'écart entre les déclarations spectaculaires sur l'IA et les normes de recherche professionnelles. Maintenant, si vous prenez du recul, vous pouvez voir comment cela se rattache à ce qui se passe en Chine. ByteDance, Alibaba et d'autres parlent tous d'agents. DeepMind montre à quoi ressemblent réellement les agents lorsqu'ils sont poussés à effectuer un travail sérieux. Et Alibaba, en plein milieu de cette ruée du nouvel an lunaire, a dévoilé Qwen 3,5, quand 3,5 existe sous 2 formes. Il existe une version à poids ouverts que les développeurs peuvent télécharger, affiner et exécuter sur leur propre infrastructure, et il y a une version API hébergée qui fonctionne sur le cloud d'Alibaba. Les deux ont été publiés juste à la veille du Nouvel An chinois, tout comme Dubao 2.0, le timing compte. Ici, Alibaba présente Qwen 3.5 comme un modèle. Conçu avec des capacités multimodales natives, il peut gérer du texte, des images et de la vidéo au sein d'un seul système. Il mise également beaucoup sur les capacités agentiques et de codage, et il est explicitement compatible avec les agents d'IA open source, comme OpenClaw, qui a récemment gagné en popularité. C'est un choix stratégique. Alibaba veut que Qwen soit au centre d'un écosystème où les agents peuvent se connecter, agir de manière autonome et évoluer à grande échelle. Le modèle Qwen 3,5 à poids ouverts compte 397 milliards de paramètres, ce qui est moins que le précédent modèle phare d'Alibaba. Mais l'entreprise assure avoir amélioré les performances partout, d'après ses tests internes. Ils poursuivent également de grandes ambitions à l'échelle mondiale, en élargissant la prise en charge linguistique de 82 à 200 un langue et dialecte et quoi. C'est un bond énorme et un signal clair qu'Alibaba ne pense pas seulement au marché national. En même temps, Alibaba a lancé Qwen 3.5+, en tant que modèle hébergé via sa plateforme Model Studio, affirmant des performances équivalentes à celles des modèles phares d'OpenAI, Anthropic et Google DeepMind. Ces affirmations viennent d'Alibaba, CNBC n'a pu les vérifier indépendamment. Mais la direction est claire. Alibaba veut que Qwen soit perçu comme un égal des meilleurs modèles occidentaux, et non comme une alternative régionale. Les analystes du secteur prennent cela au sérieux. Le cabinet d'études Counterpoint a souligné que les agents d'IA pourraient complètement bouleverser les modèles économiques traditionnels d'Internet et de logiciels en tant que service, SaaS. Si les agents travaillent directement pour les utilisateurs, plusieurs couches logicielles deviennent optionnelles ou inutiles. Les entreprises chinoises d'IA en sont clairement conscientes et essaient de se positionner en avance sur ce changement. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont tous ces éléments convergent autour du nouvel an lunaire. DeepSeek l'a utilisé l'année dernière pour exploser dans la conscience mondiale. ByteDance essaie maintenant de capter l'attention avec Dubao 2.0 et Seedance 2.0. Alibaba investit massivement dans Qwen Adoption et pousse Qwen 3.5 avec le support d'agents et des poids ouverts. Tout le monde comprend que cette période de fête agit comme un amplificateur.
Les réunions de famille, le partage social, le temps libre et la curiosité se combinent pour former un moteur de distribution parfait. Et tout cela est en train de se produire. Les entreprises occidentales d'IA accélèrent aussi le développement d'agents. Anthropic a lancé de nouveaux outils et Open.ai confirme l'arrivée du créateur d'OpenClaw. Google DeepMind publie des recherches montrant que des agents produisent de manière autonome des mathématiques publiables. Demi Hassabas a déclaré que les modèles chinois n'ont que quelques mois de retard sur les modèles occidentaux. Donc, lorsque ByteDance affirme que Dubao 2.0 est à la hauteur de GPT 5.2 et Gemini 3 Pro pour une fraction du coût, cette affirmation s'inscrit dans un contexte très précis. Ce n'est pas seulement du marketing. C'est une réponse aux contraintes matérielles, une défense contre les rivaux nationaux et un pari que des agents rentables définiront la prochaine phase de l'adoption de l'IA. Voici une escalade synchronisée alors que la Chine entame la nouvelle année lunaire à travers les téléchargements d'applications, les clips sur les réseaux sociaux et l'utilisation réelle. Les performances de Dubao 20 pendant cette période indiqueront si ByteDance peut conserver son avance ou si les actions agressives d'Alibaba et les prochaines sorties de DeepSeek commencent à remodeler le classement à nouveau. Google a publié une mise à jour de Gemini qui modifie vraiment le comportement du modèle lorsque la situation se complique. Vous le voyez quand vous cessez de poser des questions faciles et commencez à interroger avec celles qui piègent les modèles. Très bien, parlons du chiffre clé, car c'est pourquoi ce modèle attire l'attention du secteur. Gemini 3.1 Pro a obtenu un score de 77,1% au test de référence ARC AGI2. Ce score est vérifié et il est important car l'ARC AGI2 n'est pas un test de mémorisation. Il vise à évaluer si un modèle peut résoudre des schémas logiques totalement inédits, sans triche, familiarité ni recoupement avec les données d'entraînement. Le précédent Gemini 3 Pro avait obtenu un score de 31,1% sur le même test de référence. En 3 mois, Google a plus que doublé ses performances en raisonnement abstrait sur l'un des tests les plus difficiles. Ce n'est pas une simple amélioration, mais un changement structurel dans la façon dont le modèle raisonne, et ce n'est pas une statistique aléatoire. Sur de nombreuses évaluations, Gemini 3.1 Pro figure désormais parmi les meilleurs dans des domaines reflétant une utilisation professionnelle concrète, pas seulement selon des critères académiques. Sur l'Artificial Analysis Intelligence Index, il se situe 4 points devant Claude Opus 4.6. Sur Apex Agents, qui mesure des tâches professionnelles à long terme, nécessitant de la planification, de la mémoire et l'utilisation d'outils. Il passe de 18,4% sur Gemini 3 Pro à 33,5%. C'est presque le double à nouveau. Il y a aussi une citation intéressante du PDG de Mercor, Brendan Foote, qui a souligné que le modèle accomplit 5 tâches qu'aucun autre modèle n'avait jamais pu réaliser auparavant. Google n'a pas encore détaillé toutes ces tâches, mais il est clair que ce ne sont pas des problèmes anodins. Ces flux de travail atteignaient auparavant les limites des modèles existants. Alors, à quoi sert réellement Gemini 3.1 Pro ? Google est très explicite à ce sujet. Il s'agit d'un modèle conçu pour les situations où une réponse simple ne suffit pas. Cette expression revient souvent dans leur documentation et correspond à ce dans quoi le modèle excelle. Gemini 3.1 Pro est conçu pour résoudre des problèmes complexes, raisonner de façon avancée, gérer des tâches longues et à étapes multiples, ainsi que des entrées très multimodales. Il peut ingérer d'énormes ensembles de données, raisonner à travers du texte, des images, de l'audio, de la vidéo et même des dépôts de code entiers, puis produire des résultats structurés et cohérents. Au niveau du système, la fenêtre de contexte d'entrée va jusqu'à 1 million de jetons et la sortie peut atteindre 64 000 jetons. Ce qui le classe déjà parmi ceux permettant de travailler sur des projets complets, et pas seulement sur des extraits. C'est pourquoi Google le présente toujours comme la couche d'intelligence de base pour tout. Que vous créiez une explication visuelle dense d'un concept scientifique, synthétisiez de grandes données dans un tableau de bord ou souteniez un flux créatif alliant logique et esthétique, ce modèle accomplit l'essentiel en coulisses. Google cite notamment comme exemple concret l'animation basée sur le code. Gemini 3.1 Pro peut générer des SVG animés entièrement par le biais du code, directement à partir d'une instruction textuelle. Ce ne sont pas des vidéos pixelisées, mais des animations vectorielles évolutives, toujours nettes quelle que soit la résolution, et avec des fichiers bien plus petits que les vidéos classiques. Cela peut paraître de niche, mais pour les sites web interactifs, outils éducatifs ou visualisation technique, c'est un changement majeur. Et cela va plus loin encore. Le modèle peut créer des simulations en direct, en 3 dimensions, avec un suivi des mains en temps réel et de l'audio génératif. C'est crucial en recherche, ingénierie et technologie créative, où il faut interagir dynamiquement avec des systèmes, pas seulement afficher des informations. Gemini 3.1 Pro peut également traduire des thèmes abstraits,
littéraire ou conceptuel en interface fonctionnelle, ce qui signifie qu'il peut combler le fossé entre des idées de haut niveau et des conceptions concrètes et utilisables. D'un point de vue déploiement, Google distribue ce modèle à travers pratiquement tout son écosystème, mais avec quelques distinctions importantes. Dès maintenant, Gemini 3.1 Pro est en cours de déploiement via l'application Gemini pour tous les utilisateurs. Tout le monde y a accès. Cependant, les limites d'utilisation sont plus élevées pour les abonnés Google IA Pro et Ultra. L'accès à Notebook LM reste exclusif aux utilisateurs Pro et Ultra. C'est logique vu le contexte large et la vocation de recherche de cet outil. Pour les développeurs, le modèle est disponible en préversion via l'API Gemini dans Google IA Studio, Vertex IA Gemini Enterprise, Gemini CLI, Google Antigravity et Android Studio. C'est une large surface d'application, et cela montre que Google considère cela comme une mise à niveau fondamentale, plutôt qu'une simple fonctionnalité destinée aux consommateurs. Il est également important de noter que Google qualifie explicitement ceci de version préliminaire. Il valide dans les mises à jour, recueillant des retours, et prévoit dans d'autres améliorations avant une disponibilité générale. Cela montre comment ils ont géré DeepThink et d'autres fonctions avancées, avec des contrôles de sécurité menés parallèlement à l'augmentation des capacités. En parlant de sécurité, la fiche technique du modèle donne un aperçu très détaillé des performances de Gemini 3.1 Pro lors des évaluations internes de sécurité. Dans l'ensemble, il s'améliore légèrement par rapport à Gemini 3 Pro en matière de sécurité textuelle, de sécurité multilingue et de ton, tout en maintenant un faible taux de refus injustifié. Il y a une légère régression en matière de sécurité image vers texte, mais l'examen manuel de Google indique qu'il s'agissait principalement de faux positifs ou de cas non graves. Dans les évaluations de sécurité de pointe, Gemini 3.1 Pro reste en dessous des seuils d'alerte dans tous les domaines de risque critique, qu'il s'agisse des domaines chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. Le modèle fournit des infos précises, mais ne crée pas d'instructions inédites ou complètes, ce qui renforcerait beaucoup les acteurs de menaces peu expérimentés en cybersécurité. Alors que Gemini 3 Pro avait déjà atteint les seuils d'alerte, des tests ultérieurs ont montré une capacité améliorée, mais encore insuffisante pour atteindre les niveaux critiques. Le mode DeepThink donne de moins bons résultats pour les tâches cyber, une fois les coûts d'inférence inclus, limitant ainsi l'escalade des risques. En recherche et développement en apprentissage automatique, le modèle progresse nettement. Dans un des tests de référence, il a réduit le temps d'exécution d'un script de fine-tuning de 300 secondes à 47 secondes contre 94 secondes pour la solution de référence humaine. Même ainsi, la performance moyenne reste en dessous des seuils d'alerte. Lors des évaluations de désalignement, le modèle manifeste une meilleure conscience situationnelle sur certains défis, mais reste incohérent et toujours sous les niveaux de capacité critiques. C'est important car cela prouve que les progrès en raisonnement sont réels, mais accompagnés de garde-fous que Google surveille et ajuste activement. Maintenant, au-delà de l'écosystème, Google. Il y a ici un aspect externe qui est facile à manquer, mais qui pourrait être énorme. En janvier, Apple a annoncé un accord pluriannuel avec Google pour alimenter Siri grâce à la technologie Gemini. Selon Bloomberg, Apple prévoit de lancer les fonctionnalités de Siri alimentées par Gemini dans iOS 26.4 peut-être dès ce mois-ci. Les progrès du raisonnement central de Gemini bénéficient non seulement aux utilisateurs de Google, mais pourraient aussi influencer l'évolution future de Siri. Donc lorsque Gemini 3.1 Pro double ses performances de raisonnement, cette amélioration ne reste pas confinée à une seule application. Elle se propage potentiellement dans l'écosystème d'Apple, les produits d'entreprise et toute plateforme en aval utilisant Gemini via l'API, et en regardant le tableau des benchmarks plus en détail, le schéma devient plus clair. Lors du dernier examen de l'humanité, qui teste le raisonnement académique à travers des entrées textuelles et multimodales, Gemini 3.1 Pro obtient un score de 44,4% sans outils, contre 37,5% pour Gemini 3 Pro sur GPQA. Diman, axé sur les connaissances de scientifiques, atteint 94,3%. Sur Terminal Bench 2.0, qui mesure la programmation terminale agentique, il atteint 68,5%, bien au-dessus de la version précédente. Sur SWA Bench Verified, qui teste des tâches de codage réelles en une seule tentative, 3.1 Pro obtient un score de 80,6%. Sur LiveCode Bench Pro, qui sélectionne des problèmes de codage compétitif de Codeforces, ICPC et IOI, il atteint un classement Elo de 2887. C'est un chiffre impressionnant, qui le place clairement dans la catégorie des élites. Les performances sur de longs contextes s'améliorent également sur MRCR V2, avec un contexte de 128 000, où il obtient un score de 84,9%,
À l'échelle d'1 million de jetons, la performance ponctuelle atteint 26,3%, ce qui correspond à Gemini 3 Pro, mais cela reste remarquable compte tenu de la taille immense de la fenêtre de contexte. La compréhension multimodale reste solide avec 80,5% sur MMMU Pro et 92,6% sur MMMLU multilingue. Questions et réponses. Les chiffres de laboratoire montrent concrètement la facilité d'utilisation du modèle face à des entrées désordonnées et réelles. Et c'est vraiment le thème de Gemini 3.1 Pro. Il ne s'agit pas d'en mettre plein la vue, mais d'être fiable lorsque les choses se compliquent. Les flux de travail agentiques, la planification à long terme, le codage avancé, le développement algorithmique et le raisonnement multimodal profitent tous de cette mise à jour. Google présente même explicitement le modèle comme une étape vers des systèmes agentiques plus ambitieux. La boucle de rétroaction entre la sortie de Gemini 3 Pro en novembre et cette mise à jour en février montre un cycle d'itération plus rapide, alimenté par les retours réels des utilisateurs et l'évaluation interne. Un point subtil mais crucial est la manière dont Google diffuse cette intelligence partout simultanément. Applications grand public, plateformes d'entreprise, outils pour développeurs et environnements de recherche profitent tous des mêmes avancées en raisonnement, assurant ainsi la cohérence. Si vous créez un prototype dans IA Studio, il se comporte de manière similaire dans Vertex IA ou Gemini Entreprise. Un utilisateur testant dans l'application Gemini profite de la même intelligence développée par les équipes. Cet alignement devient crucial quand les modèles servent d'infrastructure plutôt que de simples outils. Quant à la suite, Google précise que Gemini 3.1 Pro n'est pas une version finale. Il s'agit d'une version préliminaire, une étape de validation. Des avancées dans les flux de travail agentique sont en cours et la disponibilité générale viendra après stabilisation des mises à jour. Voilà, c'est tout pour cette fois. Si vous voulez voir à quel point ce niveau de raisonnement commence à apparaître dans des produits réels, gardez un œil sur ce que les développeurs vont créer avec dans les prochaines semaines. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.